Allez, une petite partie pédagogique et je vais ouvrir avec le pion dame, D4. On joue contre un joueur classé 2154 sur les chess, il répond par cavalier F6. Bon alors, puisque je ne peux pas jouer E4, eh bien je vais jouer C4. L'idée d'impliquer mon pion de l'aile, c'est de contrôler la case D5. Et ensuite d'enchaîner par cavalier C3, puis E4. Alors cavalier C3, pour m'empêcher de jouer E4, il va me jouer soit fou B4, le clouage, soit le coup D5 comme il vient de me jouer. Donc on revient dans un gambit dame variante orthodoxe pour ceux qui connaissent. Bon. Je peux prendre en D5. D'habitude, les noirs reprennent du pion E et on arrivera dans une structure Carlsbad. Ou je peux simplement développer mes pièces. Par exemple, cavalier F3, fou G5 doit être possible également. Mais je vais prendre en D5. S'il reprend du cavalier, il s'exposera à la poussée E4 avec le centre. Voilà, c'est ce qu'il veut. Il reprend du cavalier. Donc je vais pousser E4, le centre. Et en cas de prise, bien sûr, je reprends du pion. Voilà, c'est ce qui se passe dans la partie. Et j'ai ce centre de pion. Dans ce centre de pion, il va être attaqué tôt ou tard par la poussée C5. Et lorsque les noirs joueront C5, voilà, c'est ce qui se passe. Ils finiront par échanger en D4. Et j'aurai une majorité de pions au centre, mais mon adversaire aura une majorité de pions à l'aile dame. Les pions A7, B7 contre le pion A2. Ce qui sera un atout dans les finales. Par contre, la majorité centrale, c'est plutôt un atout dans le milieu de jeu parce que ça peut aider à attaquer le roi. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais regarder. J'ai pas envie de prendre parce qu'évidemment, il y aurait l'échange des dames, le dérocage du roi et ma structure de pions serait morcelée. J'aurais des pions isolés partout, donc je prends pas. Soit je me développe en défendant bien des 4, soit je regarde aussi les coups d'attaque. Qu'est-ce que donne fou B5 échec? Fou B5 échec, il va certainement jouer fou D7. Bon. Et alors? Et alors, ça apporte pas grand-chose. Donc, je vais jouer cavalier F3. Mais cavalier F3, il peut échanger et m'embêter après avec des coups comme fou B4 échec. Pour provoquer fou D2 et d'échange des fous de case noire. Moins il y aura de pièces sur l'échiquier, et plus il pourra s'approcher d'une finale. Mais est-ce que je peux vraiment éviter ça? Je peux éviter ça, mais par des coups comme A3, par exemple. En cas de prise, il ne pourra pas jouer fou B4 échec, mais c'est vraiment au détriment de mon développement. Est-ce que j'ai envie d'avoir ça, d'avoir un tel retard de développement? Non. Donc je pense que je vais jouer cavalier F3. On regardera d'ailleurs à l'analyse. Après la partie pédagogique, je propose toujours une analyse pour essayer de comprendre quelles ont été mes erreurs, mes imprécisions. Vous voyez, il prend D4, et là je pense qu'il va me jouer fou B4 échec. Je me demande ce qu'il aurait fallu que je joue pour éviter ça, sans concéder trop de temps de développement. Donc, pas question de ramener le cavalier, je perdrai le pion D4, donc il faut poser le fou. Voilà, il va prendre, je vais reprendre de la dame. Et il a réussi son coup d'échanger les fous de case noire. Ça va amoindrir mon attaque sur son roc. Tant qu'il y a les dames, il y a toujours un espoir d'attaquer le roc adverse, mais la dame, elle doit être appuyée par les pièces légères. Moins il y a de pièces légères, plus l'espoir se dissipe. Alors il joue dame à 5, il accentue la pression ici sur D2. Ok. Bah, je pense que je vais jouer fou D3. S'il reprend, vous voyez, s'il prend, il veut que je prenne de la dame pour provoquer l'échange des dames. Je devrais peut-être reprendre du cavalier, c'est un peu désagréable, mais je ne vois pas comment faire autrement. Allez, fou D3, je me développe, il va échanger. Lui, il veut échanger les pièces pour arriver dans la finale. On peut aussi, après tout, fou prend, dame prend, je peux même faire roi prend, diriger mon roi en 2-3, et jouer cette position de finale, pourquoi pas. Après tout, c'est pas non plus perdant pour moi, c'est simplement avec une majorité à l'aile dame, généralement, c'est un peu plus facile à mobiliser pour lui, pour créer un pion passé. Mais comme j'aurai un meilleur développement, c'est pas si sûr en réalité. Il réfléchit à cette... Il joue cavalier C6. Voilà. Ce qu'il veut maintenant, c'est qu'en cas de prise, si je ne veux pas échanger les dames et que je reprends du cavalier, le pion D4 tomberait. Donc là, vous voyez, ça avec son cavalier C6, mais il joue très très bien. Il met la pression sur D4, donc sur fou prend, dame prend. Vous voyez, par exemple, si je fais roc, il fera fou prend, dame reprend, cavalier reprend, et gagnera le pion en D4. Donc je ne peux même pas faire petit roc. Il me casse les pieds. Alors peut-être que je peux jouer A3, fou prend, roi prend. Et on arrive dans cette finale. C'est pas joyeux. C'est pas joyeux, mais je vois pas d'autre coup que... Parce que s'il m'empêche de faire petit roc, c'est vraiment un gros problème.
Qu'est-ce que je peux faire de coup utile à part petit roc? Bouger ma tour? Pour en faire quoi? Bon, bien sûr, je peux mettre tour B1, mais... Est-ce que je crée une menace chez lui? Même pas, en fait. En plus, ça perd la protection de A2, mais bon, il ne pourra pas prendre A2 parce qu'il y aura une pression sur B4. Ouais, donc là, je vois que A3 pour le forcer à prendre une décision et transiter dans cette finale, qui n'est pas forcément favorable pour moi. Mais écoutez, j'aimerais bien jouer tour B1, mais tour B1, ok. Il ne peut pas prendre en A2 parce que je prends en B4. Fou prend, cavalier prend, tour prend. Mais sur tour B1, si par exemple, il fait simplement petit roc, qu'est-ce que je fais, moi, derrière? Qu'est-ce que je fais? Si je fais tour prend, cavalier prend, il est cloué, mais en plus, son cavalier pourrait prendre mon fou sur échec, donc c'est même pas un vrai clouage. Donc tour B1, ça force pas les choses. Si je joue tour C1, est-ce que ça force certaines choses? S'il fait petit roc, je vois pas. Je vois pas non plus. Pour moi, il n'y a que A3 qui force sa décision. Bon, bah, on va jouer A3. Attention, parce que A3, si je joue fou C3, d'ailleurs, il attaque ma tour et il attaque le pion D4. Et si je prends dame prend échec, je pourrais même pas jouer dame D2, je perdrais la tour. Donc A3, fou C3, et maintenant il m'attaquera 2 fois D4. Ouais, mais il ne pourra pas prendre D4 parce qu'il sera cloué en réalité. Donc si je joue tour C1, par contre il pourra faire fou prend échec, dame prend, et aller gagner le pion en A3. Mais ça sera au détriment de son développement. Et peut-être que ça c'est intéressant. Allez, on y va. A3. On regardera l'analyse. Hein. C'est une position très intéressante. Vous voyez, il m'a donné le centre, mais il me met beaucoup de pression dans la position. Avec son jeu, son trio offensif, la dame, fou, cavalier. Maintenant, s'il n'arrive pas à obtenir quelque chose avec ce trio, ça va certainement se redresser pour moi. Donc, s'il prend la dame, voilà. Donc là, je ne peux pas reprendre du cavalier, je perdrai des 4, donc je reprends du roi. Le roi est déroqué, mais nous sommes dans une finale. En réalité, peut-être même lui, il va jouer roi E7. Il va garder également le roi au centre. Parce que dans les finales, le roi, ils peuvent œuvrer, en fait. Il va peut-être jouer roi E7 pour faire coulisser la tour en D8, attaquer D4. Moi, je vais jouer roi E3 pour le défendre, avec l'aide de mon cavalier. Ça va jouer comme ça, à mon avis. Bon. Donc, j'ai un pion isolé en A3. D'un autre côté, il a un petit retard de développement. Alors, il préfère faire petit roc, quand même. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? La poussée D5. Ça va créer un pion passé pour moi, mais j'y crois pas trop. Pion prend, cavalier A5, il faut gérer la fourchette en B3, la tour qui viendra en D8 attaquer après mon pion. Peut-être c'est possible. J'en suis pas sûr. Si je joue tour B1, je lutte contre fou D7, j'attaque B7, mais sur tour B1, il va me jouer B6. Ouais. Si je joue tour HC1, tour HC1, c'est peut-être pas mal. Je lutte contre la poussée B6. Maintenant, il va jouer cavalier A5 avec la grosse fourchette en B3, mais je pourrais jouer tour B1. Et sur tour HC1, s'il joue tour D8, je joue roi E3, et ça a l'air de tenir. Allez, tour HC1. On va voir. Donc là, roi E3, il joue rapidement, d'accord. On est toujours mieux développé. Mais c'est pas facile de trouver des cibles. Je vois pas de cible chez lui. Hein. Je vois pas de cible. Bon, bien sûr, je vais me mettre à jouer tour B1 pour mettre une pression sur B7, mais d'abord le fou défend. Mais... Bon, il pourra pas jouer B6 parce que le cavalier tombe.
Mais maintenant, il pourrait jouer fou D7 hein, par ailleurs. Sur tour B1, il pourrait jouer B6. Mais j'aurai la case A6 peut-être pour mon fou, ça va le gêner. Donc il doit chercher comment il va finaliser le développement à l'aile dame. J'ai un petit quelque chose là, j'ai quelques pressions à l'aile dame. Il a beaucoup plus de temps par contre. Hein. Mais ça c'est le problème des parties pédagogiques. C'est comme je parle en commentant, j'essaye de montrer différentes variantes, je suis moins rationnel dans mes coups, ça va moins vite. On pourrait penser aussi qu'il suffit que je joue mon coup et que je commente après. Sauf que si je joue mon coup en prévision d'un commentaire important à vous dire et que mon adversaire joue tout de suite, j'aurai pas le temps en fait. Je reviendrai à perdre du temps en recommentant après. Donc il joue cavalier A5, voilà, il se dirige vers B3, donc là, il n'y a pas le choix, tour B1. Maintenant, il va peut-être jouer B6, protéger le cavalier, et moi, essayer de rentrer en C7. Qu'est-ce que m'apporte la case C7 bah, une tour sur la 7e rangée, mais je suis même pas sûr que ça m'apporte quoi que ce soit en réalité. Qu'est-ce que j'ai comme autre coup? Cavalier E5. Bon, imaginons qu'il joue F6, qu'il m'attaque, le cavalier peut aller en C6, il peut prendre avec le cavalier, je reprends, et alors, je vois pas. Donc tour C7, il va me jouer quoi? Peut-être tour D7. Bon, je pourrais jouer l'autre tour en C1. Ah bah oui, mais après j'attaquerai le fou, donc ça peut être intéressant. Puis avec tour C7, après cavalier E5 devient une menace, j'attaque F7, bon il pourra toujours jouer F6. Écoutez, je sais pas. On va jouer tour C7, ça paraît logique hein, quand même. Bon, c'est intéressant. On va avoir une finale. Donc fou B7, voilà. Je peux pas se prendre son fou, le cavalier protège, le fou met une pression sur le 4, mais ça je m'en fiche. Et maintenant il va prévoir tour C8. Si je joue cavalier E5 sur tour C8, je pourrais prendre en F7, cavalier E5. Et si je joue F6, qu'est-ce que j'ai? Ça ouvre un peu plus ma 7e rangée, mais j'ai quoi sur F6? Mon cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Venir en D7, ça sert à rien, il pourrait même plus repartir. Je peux aller en C4, avec l'idée que sur cavalier prend, fou prend, j'attaquerai E6 qui sera cloué. Donc cavalier E5, F6, cavalier C4, cavalier prend, fou prend peut-être. Cavalier E5, F6, cavalier C4, si je joue tour C8, j'échange les cavaliers et je casse sa structure. Ah non, j'échange pas les cavaliers tout de suite, il prendrait ma tour. Il faudra échanger les tours avant. Cavalier E5, F6, cavalier C4, tour C8, il faudra échanger les tours et prendre après en A5. Je crois que ça passe par cavalier E5. Hein. Cavalier E5. Sur F6, cavalier C4, il ne peut pas revenir en C6, je prends le fou. Hein. Donc là, je taquine F7, on va voir. Donc si je joue tour C8, je regardais, tour prend F7. Attention, il ne faut pas que mon cavalier se fasse déstabiliser, parce que c'est lui qui protège la tour. Donc il joue ça, je joue cavalier C4. Voilà. L'idée, en fait, c'est de provoquer un échange pour que mon fou se retrouve sur la diagonale. Mais il pourra jouer fou D5, tout simplement, en réalité. Ah bah non, j'ai mon pion en E4, ça va. Donc cavalier prend, fou prend, essayer d'avoir du jeu sur cette diagonale. Voilà. Maintenant, il ne peut pas jouer des coups comme tour C8, fou prend E6, échec, fourchette. Bon, en plus, j'attaque son fou en B7. Hein. Donc, il va me jouer tour B8. Je pense. Il pourrait jouer tour C8 avec l'idée que si je prends son fou, il prend le mien. Mais tour C8, fou prend E6. J'ai joué tout ça pour ça. Donc, il revient en C8, il défend E6. C'est un peu passif, mais écoutez, il tient la baraque. Il tient la baraque. Donc, si je joue D5, prise, fou prend échec, et j'attaquerai sa tour. Ça, c'est intéressant. Sur D5, si je joue E5, peut-être D6 échec, mais après, mon pion D, je ne sais pas comment je le protège. Peut-être par tour D1. Si je joue F4 avec F5, ça peut me permettre peut-être de lui créer des problèmes. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
J'ai bien envie de jouer F4. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire en fait? F4, il ne pourra pas jouer tour D7, il y aura toujours fou prend E6. Hein. Allez, F4. On prend de l'espace, on menace F5 pour aller toucher le pion qui est cloué. Hein. C'est l'idée. Une autre idée, ça pourrait essayer de jouer G4, G5, prendre en F6 et ouvrir la colonne G pour associer ma tour sur la colonne G avec l'autre tour sur la 7e et le fou sur la diagonale. Ça serait mortel pour lui si je pouvais arriver à faire ça. Est-ce qu'il ne peut pas tout simplement jouer roi F8? Ça paraît un peu bizarre, mais peut-être il peut jouer roi F8. Et après, il pourra songer à tour D7 parce que j'aurais pu les prises sur échec. Non, il vient en H8. Donc là, il va chercher à jouer tour D7. Tour D7, tour prend, fou prend E6, mais il arrive, il débarque sur échec. Sauf si je joue tour C1. Ah, mais je serais cloué après tour prend. Tour B3, je joue tour D7. Tour prend, fou prend E6, et je fais l'enfilade. Et j'aurais gagné un pion. Bon, c'est un petit piège. Si je joue fou B5, je joue A6, fou C6, tour B8, tour prend B6, fou B5 aussi c'est possible. Non, mais je vais lui jouer mon petit piège avec tour B3, on va voir. J'ai plus que 9 secondes, oh là là, il faut jouer très très vite. Donc sur tour D7, je prends sa tour en C8 pour lui attirer, et après fou prend E6, et il n'aura pas d'échec sur la 3e rangée pour se sortir de ça. Donc je récupérerai ma qualité avec un pion. C'est le piège, mais il n'a pas joué ça. Ah mais qu'est-ce que je raconte en fait? Il a joué ça. Oh là là là, j'ai pas le temps, j'ai dû jouer à toute vitesse. Voilà, là je prends, le piège marche. Je sais pas, je me suis trompé quelque part. Avant, mais là ça marche. Voilà, on prend le 6. Il faut défendre. Vous voyez l'importance d'avoir mis la tour en C3. Hein. Très très important. Je vais peut-être lui jouer roi D3 ici. Roi D3. S'il joue tour C1, je peux jouer tour C3, il sera obligé d'échanger les tours parce que je menace le mat du couloir. Donc l'idée, c'est d'essayer de provoquer l'échange des tours. Parce que comme j'ai un pion de plus, la finale, elle est favorable pour moi. Sans les tours, je gagne. Un pion de plus dans une finale de roi, c'est souvent gagnant. Donc il ne veut pas, mais je prends la possession de la colonne. Voilà. Et du coup, après, je prends possession de la 7e rangée. Ça, c'est bien. On attaque les pions et on va dominer le roi. On va couper le roi sur la 7e rangée pour pas qu'il s'active. Et puis moi, je peux jouer D5, etc. Donc là, on va jouer tour B7, attaquer B6. Comme ça, il va jouer tour E6, mais je pourrais jouer D5 avec gain de temps en attaquant sa tour. Bon, il viendra en D6. Hein. Tour E6, D5, tour D6, roi D4 pour jouer E5, prise, sa tour est chassée, et moi j'évolue. Voilà, ça c'est comme prévu. Allez, tour D6, mon coco, roi D4, et maintenant E5. La tour coupe son roi, c'est très important, très belle position de la tour. Qui attaque son pion arriéré en B6, et qui coupe le roi. E5. Et après l'échange des pions, j'obtiens 2 pions passés liés. Voilà, 2 pions passés liés, le roi centralisé, la tour qui coupe, il essaye de contre-attaquer par ici.
Ouais, il essaye de contre-attaquer. J'ai plus beaucoup de temps. Je pourrais jouer H4, mais j'aurai tour G4 et il attaquera ici. Je vais lui faire un petit coup d'échec. L'idée, c'est d'essayer de le faire monter en G6 pour prendre après en B6 sur échec et échanger les tours. On va voir ce qu'il va faire sur ça. Tour échec, en réalité, il est obligé de retourner sur la 8e rangée. Ouais, il a compris. Mais peut-être maintenant... Ok, on lui laisse prendre H2. Donc si je joue D7, il va me faire échec vers l'arrière. Je vais amener mon roi. S'il me fait échec vers l'arrière, j'ai la case 6 et je menacerai tour B8 mat. C'est important d'impliquer le roi ici dans la contrition du roi noir. Que le roi blanc puisse, avec le pion, empêcher le roi noir d'utiliser la 7e rangée, que la tour puisse aller après attaquer sur la 8e. Donc, vous voyez, je ne me suis pas jeté tout de suite sur le pion B6, même si je pense qu'en réalité, ça devait être très bien. Mais de toute façon, le pion B6, il est toujours à ma pogne. Je vais peut-être jouer roi E8, parce que si je viens en E6, après, il me fait tour H6 échec. Mais bon, ce roi E8, je peux prendre G7, ou je peux prendre B6, j'ai beaucoup de choix quand même. Il revient là, il empêche mon roi d'utiliser la case. Et sur E6, il viendra faire échec. Je viens en C6, il viendra faire échec en C5. Et je viendrai en D7. Bon, moi je vais prendre en B6, je ne vais pas m'affoler. Il vient là, un petit échec, vas-y. Il vient ici. Un petit échec encore. J'aurais peut-être pu jouer E6. Mais j'étais pas sûr, j'ai pas beaucoup de temps. Ouais. Je vais jouer E6, maintenant je menace mat. Je viens là, je menace mat. Et là, je vois pas comment il va s'en sortir. Ça y est, il abandonne. Alors l'analyse de Lichess est un peu flatteuse pour moi, puisque j'ai un score de 97% de précision avec, on le voit, 2 imprécisions. Mon adversaire a un score de précision, lui, de 91% avec une imprécision et 2 gaffes. Mais surtout, j'ai compris mon imprécision dans l'ouverture. On va regarder. Alors regardez, tout se passe dans l'ouverture. Après D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, mon adversaire joue D5, je prends, d'habitude les noirs reprennent du pion E6 en D5, mais mon adversaire a voulu reprendre du cavalier, ce qui m'invite à jouer E4, et après cet échange, j'ai donc un centre supérieur. Le problème dans ce type de position, c'est que ce centre va se faire attaquer, et c'est ce qui se passe tout de suite avec C5. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de prendre, il va déroquer, échanger les dames, déroquer, et reprendre en C5 après, j'aurai une structure de pion plus morcelée, avec les pions isolés C3 et A2. Non, on ne peut pas faire ça. Et donc, je vous ai dit, je vais simplement me développer avec cavalier F3. Imprécision. C'est pas cavalier F3 que jouent les meilleurs joueurs. Bon, parfois, ils le jouent, mais j'ai vu Carlsen, par exemple, il joue ici. Qu'est-ce que vous joueriez ici, d'ailleurs, dans la position? Vous avez une idée? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, et puis pour les autres, on va regarder. C'est pas cavalier F3, le meilleur coup, le coup le plus précis. C'est tour B1. On met la tour sur la colonne, et l'idée, c'est que lorsque les noirs échangeront en D4, ils ne pourront plus faire le coup fou B4 échec. Et ce coup m'embêtait parce que j'étais contraint de jouer fou D2, ce qui allait provoquer les échanges de pièces. Or, je vous l'ai dit, quand on a une majorité centrale de pions, il faut mieux garder les pièces pour pouvoir œuvrer à l'attaque du roi noir. Parce que l'espace central permettra aux pièces blanches de pouvoir mieux passer d'une aile à une autre et attaquer le petit roc des noirs. Et donc ce tour B1 empêche l'échange des fous de case noires. Alors par contre, il n'y a plus la défense du pion à A2. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe après l'échange? Et le coup dame A5, échec, qui fait fourchette, puisque du coup les noirs pourraient s'emparer du pion A2. Ou alors il faut jouer dame D2, mais ça provoque l'échange des dames, et donc une nouvelle fois un passage en finale. Donc là, le mieux, en réalité, c'est de jouer fou D2, d'accepter de perdre le pion en A2, puis maintenant cavalier F3. Et dans cette position, les blancs, ils ont beau avoir un pion de moins, la position est meilleure. Le centre. La dame noire qui est la seule développée. La dame noire qui manque également de cases. Elle peut se faire piéger, attention, avec les fous qui contrôlent les diagonales, la tour qui contrôle la colonne. Donc un meilleur développement pour les blancs, un meilleur centre et quelques menaces contre la dame noire. Et ça, le moldu de l'analyse, l'ordinateur, indique que c'est légèrement supérieur pour les blancs, malgré le pion de moins, en réalité. Donc dans la position, il faut jouer tour B1. Comme ça, en cas d'échange, il n'y a pas de fou B4 échec. Et en cas d'échange, il faut laisser la dame noire faire dame A5 échec, s'emparer du pion A2, parce que ça sera au détriment du développement et du centre de l'adversaire. Mais donc moi, j'ai joué cavalier F3. Alors après, il y a eu l'échange en D4. Fou B4 échec, rien de mieux à faire que fou D2. Dame A5, bon,
tour B1 était encore le meilleur coup. J'ai joué fou D3. Cavalier C6, là je me suis beaucoup interrogé. Et finalement j'ai joué A3, ce qui s'est révélé à l'analyse le meilleur coup. Vous voyez, si j'avais fait petit roc, il pouvait prendre le fou. Si je reprends du cavalier, je perds le pion D4. Si je reprends de la dame, il échange les dames. Et à la fin de variante, je perds le pion D4. Donc tout ça, je ne voulais pas, en réalité. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait roc. J'ai joué A3 pour forcer la décision de mon adversaire. Donc il prend. Dame prend, je sais qu'on passe en finale. Mais dans cette finale, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un meilleur développement que lui. Et il ne va jamais s'en sortir. Tour D8, il attaque D4, Roi E3. Cavalier A5, il cherche la fourchette B3, mais tour B1. B6, on rentre sur la 7e. Fou B7. Et là, j'ai joué cavalier E5. Après mûre réflexion. En me disant que si je joue F6, je pourrais revenir en C4, etc. J'avais aussi un coup que je n'ai pas du tout imaginé, cavalier G5. Ça attaque F7. 2 fois. Et pour le coup, mon adversaire ne peut plus jouer F6 parce qu'il y aurait cavalier prend E6 qui attaque la tour et qui menacerait ensuite la prise de la tour sur G7 sur échec. Ce qui veut dire qu'après cavalier G5, les noirs doivent jouer tour F8 pour venir défendre F7 et c'est encore aux blancs qui peuvent améliorer leur position. Donc ça, j'y ai pas du tout pensé. Hein. Moi, j'étais en E5. Mais après F6, j'étais très content de l'idée cavalier C4. Donc il échange, cavalier prend. S'il échange pas, de toute façon, c'est moi qui vais finir par le prendre. Donc cavalier prend, fou prend, ça attaque C8. E6, pardon, c'est mon adversaire qui joue fou C8, mais ça attaque E6. Là, je joue F4, j'ai envie de jouer F5 pour attaquer le pion 2 fois qui est cloué. Donc, il se décloue en allant en H8, mais maintenant, il y a des menaces de mat du couloir qui peuvent traîner. Et là, vous voyez, je ne sais pas trop encore comment évoluer dans la position, mais je me suis intéressé au coup de mon adversaire. Qu'est-ce qu'il allait vouloir jouer? Je sais qu'il ne voudrait pas avancer le pion A7, parce qu'il perdrait B6. Je sais qu'il ne peut pas jouer ni fou B7 ni fou A6 parce que la tour et le fou prend. Donc, peut-être il allait vouloir se débarrasser de la tour en C7 en jouant tour D7. Et c'est là que je me dis c'est intéressant tour D7 parce que je ne vais pas échanger les tours, mais je vais prendre son fou. Et sur la reprise, il aura les deux tours alignés. Je pourrais faire fou prend E6 qui me permettra de récupérer la tour en ayant prélevé le pion E6. Et si le pion E6 je le gagne, j'aurai un pion passé D4. Mais ça échoue sur un coup. Par exemple, imaginons que je joue G3. C'est pas le bon coup. Hein. Imaginons que je joue G3 et qu'il joue tour D7 et que je fasse tour prend, fou prend. Le problème, c'est qu'il pourrait faire tour échec, attaquer mon roi. Donc, je reviens en D2. Et puis, l'autre tour pourrait venir en C7 et il se sort d'affaire. Il rend pas la tour. C'est pourquoi j'ai imaginé le coup de tour B3 pour contrôler la case C3 qui n'est pas cet échec. Tour C1, ça ne me plaisait pas trop parce que sur tour D7, tour prend, je ne pouvais pas faire fou prend E6 facilement parce que je perdais ma tour. Donc, du coup, tour B3. Il n'est pas tombé dans mon piège tout de suite. Il a fait fou D7. Mais avec fou D7, je sais qu'il va vouloir jouer tour C8. Donc, j'ai joué G3. Un petit coup d'attente et je le provoque à la faute. Et il joue tour C8. Il s'est dit que je ne pouvais pas prendre le pion A7 parce qu'il prendrait le fou. Mais j'ai pris son fou. Et là, il ne peut pas prendre le mien parce qu'il y a tour prend tour mat. Donc, il doit prendre. Fou prend E6. Je récupère la tour avec intérêt puisque j'ai ce pion. Je pourrais l'avancer tout de suite, mais je joue roi D3 d'abord pour soutenir l'échange des tours et activer ma tour, parce que pour l'instant il a la colonne, pour contester la colonne. Et si je joue tour C1, j'aurais joué tour C3, attaquant sa tour et menaçant mat, ce qui provoquerait l'échange des tours et la finale gagnante avec ce pion passé supplémentaire qui assurera la promotion si je joue correctement. Donc du coup, il revient avec son roi. Tour C3, il ne veut pas simplifier et arriver directement dans une finale de pion perdante et de roi, donc il joue tour E8. Mais du coup, en cédant la colonne C, ça me permet de rentrer sur la 7e rangée. Souvent, quand on a une pression comme ça verticale, il faut convertir horizontalement avec la possession de la 7e rangée parce que c'est une rangée où on attaque tous les pions qui ne peuvent pas être défendus par d'autres pions. Donc il joue à 5. Et vous voyez, maintenant, tour B7, j'attaque ce pion qui ne peut pas être défendu par un autre pion. Donc tour E6, et c'est là que le pion passé se met en branle. D5 attaque la tour. On ne peut pas jouer E5 à cause de la pression échec tout de suite, donc on va jouer roi D4, on va centraliser le roi. E5, maintenant, prise, la tour va en H6, mais tout était idéal. La pression sur le pion arriéré, le contrôle de la 7e rangée, les deux pions passés liés. Il n'y a plus de défense possible pour les noirs. Je n'ai pas joué au mieux pour finir, mais ce que j'ai joué ne compromet pas la victoire. Donc pour tour B7, roi D8, ça y est, j'avance le pion. Il prend en H2, je joue D5, il vient en H6. On pouvait jouer E6 directement, mais j'ai fait le goinfre, j'étais prendre en B6. Il joue tour G6, tour B8 échec, roi F7, tour B7, roi E8,
Maintenant aussi, c'est là, il est mort. Je menace tour B8 mat, en fait. Il joue tour G5, échec, roi C6, et tour B8 mat va arriver. Les pions contrôlent toutes les cases. Il peut encore retarder en allant me filer la tour en C5, mais je la prends et après, je materai. Voilà, donc j'espère que la partie aura été intéressante, distrayante, instructive. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, aider la chaîne. Aidez-moi. Au revoir à tous.